après l'engouement pour les JO Paris 2024, nous n'avons pas résisté à vous proposer ce webinaire de rentrée consacré au métier du sport et de l'animation. Alors, ce webinaire proposé par Service Orientation de la région Grand Est s'inscrit comme d'habitude dans le cadre de l'attractivité des métiers et de la professionnalisation des acteurs de l'emploi, formation, orientation et insertion. Vous avez été nombreux à vous inscrire, près de 200. Alors, vous trouverez le programme des actions de professionnalisation dans le PPT que vous aurez en fin de webinaire. Alors, ça bouge dans tous les sens. C'est bon, on laisse là. L'ensemble des actions de professionnalisation que la région vous propose est gratuit, bien entendu, et vous pouvez vous inscrire tout simplement en ligne. Alors également, je tiens à préciser que France Travail a participé à la construction de ce webinaire. Nous les en remercions. Nicole Di Lorenzo de la direction de la formation pour l'emploi co-animera avec moi cet atelier d'un nouveau format d'1h30. Alors, avant de démarrer les interventions de nos experts, je vous informe que vous, auditeurs, vos micros sont coupés, mais vous pouvez poser vos questions dans l'onglet « Questions ». Également, en fin d'atelier, il y aura un sondage de satisfaction. On compte sur vous pour y répondre. Et si vous n'avez pas un son correct ou une image correcte, n'hésitez pas, vous rafraîchissez votre navigateur ou touche F5. Voilà. Et maintenant, je vous propose dès à présent d'accueillir Gwendal Biche, notre champion du Grand Est. Gwendal, si vous pouvez venir me rejoindre, ce serait formidable. Alors, bonjour Gwendal. Bonjour. Je suis express de vous, originaire du Bas-Rhin, plus précisément de Vendenheim. On vous a vu dans la vidéo. Hein. Vous êtes un plongeur né, puisque dès l'âge de 4-5 ans, vous sautiez dans le Rhin. Ouais. Ou du plongeoir de la piscine de Schiltigheim, sans savoir complètement nager. C'est vous qui l'avez déclaré. À 26 ans, vous avez un palmarès de champion. Médaillé d'argent en 2023, puis médaillé d'or en juin dernier au championnat d'Europe de plongeon 3 mètres en individuel. Vous avez un parcours jusqu'aux portes des finales des JO 2024. C'est ça, oui. Ouais, c'est ça. Alors, merci d'avoir accepté l'invitation. Et vous allez un petit peu nous expliquer votre parcours, qui est très intéressant. Mais tout d'abord, est-ce que vous avez un parcours de gymnaste comme vos autres équipiers? Non. Alors, voilà. Dans l'équipe, ouais, c'est vrai que dans l'équipe, on était 9, du coup, qui ont participé au jeu, et dans les 9, on n'est que 2 qui sont pas passés par la gym avant. Donc on a directement commencé par le plongeon. J'avais pas de base gymnique et je les ai appris par contre en plongeon directement. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous évoquer votre parcours de formation? Vous êtes allé au lycée, vous avez fait quoi? Vous avez fait un bac? Ouais. Allez-y. Alors j'ai fait le collège comme tout le monde, et après je suis allé au lycée. Donc j'ai fait une seconde générale qui m'a pas forcément plu quand j'étais plus jeune. Donc à la fin de l'année, j'ai décidé de bifurquer sur un bac pro commerce. Ça me paraissait un peu plus logique pour moi et ma démarche quand j'avais 16 ans. Donc j'ai eu mon bac pro commerce, et après j'ai décidé de changer totalement parce que ça m'intéressait plus forcément et j'avais envie de voir autre chose. Du coup là, j'ai fait une année un peu différente. J'ai voulu partir aux États-Unis. Donc, pendant un an, j'ai pris des cours d'anglais. J'ai passé les différents examens qu'il y a à faire pour les universités. Mais au final, j'ai décidé de ne pas partir et d'aller sur Paris parce qu'il y avait un nouvel entraîneur en plongeon, du coup, et j'avais envie de tenter. C'est un entraîneur chinois qui est connu et réputé. Donc, je me suis dit, pourquoi pas tenter? Et là-bas, donc, je suis allé à Paris. Et là, j'ai encore changé d'horizon un peu, et j'ai fait un BPGEPS activité de la forme, du coup, pour être éducateur sportif, qui a duré 1 an. Donc, j'ai validé le diplôme. Mais en validant le diplôme, j'ai découvert que c'était toujours pas forcément ce que je voulais faire. Donc, j'adore le sport, mais créer des séances de muscu, suivre un groupe, c'était pas forcément, du moins en musculation, c'est pas forcément ce qui me plaisait. Du coup, j'ai décidé de rallier ça entre guillemets à un BPGEPS activité aquatique, du coup, pour être maître nageur.
Et ça, du coup, je l'ai fait en 2022. Et c'est là où j'ai vraiment pris plaisir à faire les scolaires, les aquagym, à découvrir le métier de maître nageur. Et c'est là où je me plaisais le plus. C'était certes dans une piscine, donc c'est dans ce dans quoi je suis depuis tout petit, mais j'aime toujours autant. Et je sais que là, j'ai une sécurité d'emploi, entre guillemets, pour mon après-carrière. Et voilà, D'accord. je pense Et que ce mon BPGEPS, parcours. Ouais. Gwendal, vous l'avez passé où, ce BPGEPS? Je l'ai passé à Sarrebourg avec le CLES. C'est une année où je suis revenu pendant 1 an et demi sur Strasbourg. Et du coup, ouais, je l'ai passé à Sarrebourg, du coup, avec le CLES. Et c'était top. D'accord. Franchement, c'était une super, structure. Mhm. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, Sarrebourg, c'est en Grand Est, en Moselle, me semble-t-il. Ça. Ouais, c'est ça. Voilà. Et après, vous avez intégré l'INSEP, l'Institut national. Mhm. À quelle époque, à quelle année vous avez intégré l'équipe de France, l'INSEP? Alors, bah, l'équipe de France, en tant que plongeur, je l'ai intégré assez tôt, c'était à 13 ans, mais l'INSEP, j'y suis arrivé en 2018. Je suis arrivé en 2018 jusqu'en 2022. Donc, je suis resté 4 ans, puis je suis rentré 1 an à Strasbourg. Et là, en rentrée 2024, du coup, septembre 2024, non, septembre 2023, pardon, je suis retourné à l'INSEP pour finir la préparation pour les Jeux. D'accord. Et vous avez exercé la profession de maître nageur Euh, sur quelle piscine? alors, je l'ai fait du coup à Strasbourg, enfin à Paris, enfin à Strasbourg, à Schiltigheim. Donc, j'ai exercé le métier pendant 1 an, mais là, j'étais encore apprenti, du coup. C'était en alternance, formation en alternance, et du coup, l'alternance, je l'ai fait à Schiltigheim. Et après, à Paris, par contre, du coup, bah, je travaille dans différentes piscines. En fait, il y a un site internet en fait, qui propose des horaires de maître nageur. Et en fait, en tant que maître nageur, on peut s'inscrire et faire différentes horaires. Donc, ça dépend. C'est vraiment varié. Il y a toutes les piscines de Paris. Moi, je suis du côté du Val-de-Marne, donc dans le 9-4. Donc, je suis plutôt dans les piscines Vincennes, le CNP. Genre, il y a 3-4 piscines, quoi, mais j'en fais pas non plus 10. Mais plutôt dans le 9-3, du coup, du côté du Val-de-Marne. 9-4, pardon. D'accord. Et pour 94. vous, quelles sont les qualités pour être un bon plongeur ou pour arriver à ce niveau? C'est Les qualités pour être un plongeur, bah moi je mettrais en premier la souplesse. Je d'accord. pense qu'on la sous-estime un petit peu dans beaucoup de sports, mais la souplesse c'est quelque chose de très utile pour le plongeon. Et ça, c'est pas vraiment, enfin si, ça peut être une qualité, mais ouais, la détermination, vous l'avez très bien dit, la détermination, savoir ce qu'on veut et où on veut aller. Donc moi, je mettrais vraiment souplesse, détermination et de l'intelligence, parce que forcément, il faut toujours s'entraîner avec un petit peu d'intelligence. On ne fait pas n'importe quoi, n'importe quand. Donc intelligence, souplesse et détermination. Et est-ce qu'il vous arrive, alors ça c'est une question peut-être complètement idiote, mais j'ai envie de vous la poser, est-ce qu'il vous arrive d'avoir peur? C'est pas une question idiote. Quand on est petit, enfin quand on est jeune, entre bah, du coup jusqu'à nos 14 ans, je pense que cette sensation de peur, on la ressent quand on doit travailler ou faire un nouveau plongeon qu'on n'a jamais fait, du coup qu'on connaît pas, on ne sait rien en fait, on part de zéro, donc forcément ça fait peur. On a peur de prendre un plat, ça fait un petit peu mal et puis ça peut nous bloquer aussi à certains moments. Mais à partir d'un certain âge, quand on a la pratique dans les pattes et que on est entre guillemets grand et qu'on sait ce qu'on doit faire pour ne pas prendre un plat, la sensation de peur, on la prend différemment. On l'a en début de saison forcément après le mois d'arrêt où on a un peu l'appréhension de refaire les plongeons. Donc du coup, c'est plus de la peur, maintenant c'est plus de l'appréhension. Mais c'est vrai qu'on a de la peur et il faut aimer ça aussi, je pense. Parce que si on reste bloqué derrière ça, on n'avancera pas. Donc la peur, non, elle nous aide à justement aussi progresser. Et actuellement, vous vous entraînez combien d'heures par jour? Alors, actuellement, alors on a deux grosses étapes dans la saison. On va dire, ouais, on va diviser la saison en deux. La première partie de saison qui est souvent de ouais, septembre à janvier, où là, on fait vraiment un travail physique pur. On essaie de se développer physiquement et de faire beaucoup de répétitions. Donc là, on va s'entraîner entre ouais, 6 heures par jour, du lundi au vendredi.
Et à partir de janvier, quand on est plutôt sur la deuxième partie de saison et que les compètes commencent, là, on est un petit peu moins, on s'entraîne plus 5 heures par jour, peut-être même 4h30 par jour du lundi au vendredi pour diminuer un peu l'aspect physique et vraiment travailler dans les détails et la propreté. Mhm. Et est-ce que vous en Donc, vivez de cette activité? Est-ce non, que... Ah, donc alors vous avez malheureusement, entendu non. derrière, on ne vit pas forcement de cette activité, même à ce niveau Ouais. d'exigence et à ce niveau Bah, national et international. le plongeon, c'est pas forcément un sport médiatisé. Il n'y a pas énormément de gens qui connaissent. Pas beaucoup de licenciés en France non plus. On a un manque de structure dans toute la France aussi. Donc, c'est compliqué. On n'a pas, du coup, le volume, par exemple, que dans certains autres sports, ils ont. Donc, forcément, on va un petit peu moins nous aider, nous, plongeurs, que, par exemple, des nageurs qui ramènent aussi plus de résultats et qui ont aussi beaucoup plus de licenciés. Donc, ouais, moi, bah, du coup, je travaille un peu à côté. Là, j'entraîne. Je suis entraîneur de plongeon, du coup. J'entraîne dans voire trois clubs différents à Paris. Et en plus de ça, du coup, je fais des heures de surveillance dans certaines piscines à Paris. Bah, ouais, et ces deux choses-là, elles Mhm. m'aident un peu à pouvoir vivre sur Paris, entre guillemets, paisiblement. Ouais. Et votre projet professionnel en termes de formation, vous avez un projet professionnel, une formation? Ouais, bah là, je vais repartir sur un MSN, c'est moniteur sportif de natation. Du coup, c'est pour avoir un diplôme d'entraîneur et pour pouvoir entraîner, du coup, même sur des structures de pôle espoir plus tard. Et après ça, pareil, du coup, normalement, je partirai sur un DEGEPS, donc un diplôme d'État. Pareil, du coup, là, c'est pour être cadre sur une structure de haut niveau. Donc, ouais, mon projet après l'après-carrière, ce sera de transmettre ce que j'aime. Donc, je vais faire entraîneur et on verra après. Mais Mhm. d'abord, ouais, après, ce sera l'entraîneur, devenir entraîneur en premier temps et après, on verra. Mhm. Donc, on vous souhaite bien sûr réussite sur ce plan-là. Et dernière question, êtes-vous heureux? Très heureux. Oui, bah ouais, forcément très heureux. Surtout là, bah là, cette année, on a vécu. L'année était très longue, très intense, mais elle finit hyper bien. Là, je peux pas être entre guillemets. Je fais la meilleure saison de ma carrière, donc là, je suis super heureux avec les jeux qu'il y a eu cet été en France, avec tout le public. C'était énorme. Puis là encore, hier, on a eu la parade. Sur les champs, donc ça nous a fait un petit peu de nostalgie aussi. Donc ouais, là, je suis en ce moment, enfin depuis septembre dernier, là, tout va pour le mieux, je suis heureux, tout se passe bien, donc je suis très heureux, très bien dans ce que je fais et comment je vis là. Et vous arrêterez de plonger à quel âge? Jamais, non, le plus tard possible. Moi, il y a un plongeur français qui était au jeu là et qui a continué jusqu'à 40 ans, donc pourquoi pas moi? Je peux très bien aller jusqu'à 40 ans. Non, ce que je dis, c'est que j'arrêterai le plongeon quand mon corps me lâchera. Quand mon corps il dira stop, j'en peux plus du sport, je commencerai à diminuer. Mais tant que je peux encore plonger, je continue. Ben super, on vous souhaite vraiment longue vie, des plongeons énormes, de vous revoir comme ce 7 août, parce qu'on était tous devant notre téléviseur le 7 août. Merci. Donc, ouais, c'était magnifique. J'invite les auditeurs, vous pouvez aller voir sur YouTube, il y a plein de vidéos, les replays, etc., des plongeons de Gwendal et de son coéquipier, si je puis Ouais, dire, Jules Bouvier, hein, c'est ça? Bouillet, ouais, c'est ça, D'accord? c'est ça. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Et en fin de webinaire, vous verrez, on vous a concocté une très très belle vidéo sur l'ensemble des plongeons des JO 2024. Je regarde s'il y a des questions, pas de questions. Et puis, vous avez le bonjour de Philippe Archer qui dit qu'il vous a connu petit au Ah, Péri de Vendenheim. Donc, voilà. c'est possible. Bonjour, c'est gentil. Donc, merci beaucoup, Bah, Gwendal. On merci vous à vous. souhaite vraiment tout le meilleur, des médailles et des médailles. Merci beaucoup de nous avoir consacré du temps. Et je terminerai quand même pour dire que la région Grand Est et l'Eurométropole de Strasbourg vous soutient un petit peu financièrement, me Ouais, semble-t-il. Oui. oui, oui, bien sûr. Ouais, ouais. Heureusement qu'ils sont là d'ailleurs. Bah, l'Eurométropole, la Ligue Grand Est et même mon club aussi, je peux rajouter. Oui. Oui. C'est vrai que Ouais. ils m'aident pas mal financièrement et ça me permet aussi, du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'être à l'aise, enfin, de vivre assez paisiblement sans me dire chaque fin de mois, c'est compliqué. Voilà.
Mais oui, c'est vrai qu'ils m'aident beaucoup et ça fait hyper plaisir de se dire qu'on peut faire confiance à notre ville, à notre région et au club. C'est un grand soutien. Merci beaucoup, Gwendal. Nos auditeurs vous félicitent. Je vois les messages qui arrivent. Donc, merci beaucoup, Gwendal. Merci. Et bonne continuation. On continue de vous suivre et on est très fiers d'avoir un champion du Grand Est. Merci. Au revoir, Merci Gwendal. beaucoup. Au revoir. Au revoir. Et j'accueille maintenant Catherine Mathieu de la Dragesse, de la délégation régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et au sport, pour nous présenter rapidement, puisque vous aurez les documents pour les auditeurs, les formations et les diplômes. Catherine, c'est à vous. Bonjour à tous et à toutes. Oui, alors moi, donc, je suis conseillère d'éducation populaire et de jeunesse à la Dragesse du Grand Est. Moi, je suis sur l'antenne de Châlons-en-Champagne, mais on a aussi un site à Nancy et un site à Strasbourg. Voilà. Alors déjà, un petit peu, juste rapidement, sur le rôle un petit peu de la Dragesse, nous, sur la mission formation. Donc, nous, on délivre l'habilitation aux organismes de formation. On contrôle la qualité aussi des formations et de la certification. Voilà, on organise les jurys régionaux et puis, bien sûr, on délivre les diplômes. Donc, nous, c'est un gros travail d'accompagnement de tous les acteurs du champ de la formation jeunesse et sport. Donc, des organismes de formation, bien sûr, les membres de jury, les experts, les évaluateurs. Et puis, on a aussi un rôle auprès des personnes qui souhaitent faire nos formations, donc de conseils et d'orientation. Alors, qui souhaitent ou faire des formations ou aussi faire des validations d'acquis de l'expérience. On fait les deux, formation et VAE aussi. Voilà, donc là, rapidement, vous pourrez retrouver de toute façon plus d'informations, nous, sur le site aussi de la Dragesse. Donc, sur nos diplômes, puisque là, Gwendal vous a parlé un petit peu aussi de différents niveaux de diplômes, donc pour quel métier. Donc, voilà, alors je vous ai mis du coup animation et sport. Donc là, vous voyez, nous, on a des niveaux de diplôme qui vont du CPGEPS, c'est le niveau 3, le niveau brevet des collèges 3e, jusqu'au niveau DESGEPS, niveau 6, bac plus 3. Donc nous, pour être animateur, on peut commencer par un CPGEPS, un certificat professionnel de la jeunesse, de l'éducation et du sport. On a une seule mention, là, animateur d'activité et de vie quotidienne. Voilà, c'est un diplôme qui ne demande pas d'exigences réglementaires préalables. Bien sûr, par contre, d'avoir validé son projet professionnel. On est sur des formations d'environ 9 à 12 mois. Comme toutes nos formations, elles sont en alternance. Ça veut dire qu'on passe à peu près moitié du temps en centre de formation et puis moitié du temps en structure d'alternance. C'est pas forcément une semaine. On a par exemple des formations CPGEPS où on peut être lundi, mardi, mercredi en structure. Comme ça, on participe aux réunions d'équipe. On prépare les mercredis. Et puis après, on est jeudi, vendredi en centre de formation. Et puis, bien sûr, on est en structure, souvent les petites vacances et grandes vacances. Pour être animateur, on a aussi donc un diplôme, notre plus gros diplôme, là où on a le plus de formation, le BPGEPS, donc le brevet professionnel jeunesse, éducation et sport. On a encore là sur la spécialité animateur 5 mentions qui s'ouvrent là encore cette année jusqu'à la fin d'année. Donc, on a encore animation sociale, animation culturelle, loisirs tout public, éducation à l'environnement et au développement durable. Et on a aussi activité du cirque. Alors, pas dans la région Grand Est, mais ceux qui veulent le faire, on a encore dans le nord et dans le sud des formations sur cette thématique. Alors, je vous en dis pas plus parce que c'est vrai qu'on a une réforme de nos diplômes professionnels en bloc de compétences. Donc, nos 5 diplômes, en fait, on n'en aura plus qu'un l'année prochaine, beaucoup plus généraliste, qui sera la mention animation socio-éducative et culturelle. Et le BPGEPS aussi, il vous en a parlé Gwendal, c'est aussi un diplôme qui existe bien sûr dans le sport, mais là on a plus d'une 30aine de mentions. Donc il y a les BPGEPS dont vous a parlé Gwendal, par exemple activité de la forme, aussi pour être maître nageur sauveteur, bien sûr. Le plus gros de nos diplômes, on va dire, dans le sport, ça va être le BPGEPS, activité physique pour tous, voilà. Donc ça va être, voilà, le plus gros de nos diplômes ça va être le niveau BPGEPS, niveau bac, donc pour être éducateur sportif. Après, ça, Gwendal l'a parlé aussi dans son parcours. C'est quand là, il veut être entraîneur sportif. Il l'est déjà, mais il va vouloir passer au-dessus. Donc là, c'est un diplôme bac plus 2. C'est un DEGEPS, diplôme d'état de la jeunesse, éducation populaire et du sport. Donc spécialité perfectionnement sportif dans le sport.
avec différentes mentions. Et puis, il existe aussi dans l'animation. Alors ça, c'est quand on veut devenir coordonnateur, responsable de secteur, hein, par exemple dans un centre social, une maison de quartier, voilà, responsable de secteur enfance ou jeunesse. Et ben, on passe sur ce niveau bac plus 2 de DEGEPS. Et puis enfin, notre dernier niveau de diplôme, hein, nous, c'est un bac plus 3. On veut être directeur de structure comme un centre social, une maison de quartier. Et d'ailleurs, pour les centres sociaux, c'est demandé hein, par la caisse d'allocation familiale. Là, il faut passer un niveau DES-GEPS, hein, mention direction de structure. Et on l'a aussi dans le niveau du sport. Là, c'est pour être entraîneur de haut niveau. Donc, Gwendal, voilà, il y aura encore un niveau encore après, s'il souhaite, au-dessus. Et là, vous pourrez être directeur sportif en association ou en entreprise. Hein. Vous retrouverez, on a mis un guide hein, des diplômes que fait le ministère des Sports. Là, donc, n'hésitez pas aussi. Alors, je vous ai mis quelques chiffres un peu pour vous puissiez vous représenter un petit peu hein, sur la région là, Grand Est, ce que ça représente. Donc, on a eu plus de 1000 diplômés. Hein. Là, vraiment, sport et animation, tout confondu en 2023. Donc, forcément, là où on a le plus de diplômés, c'est le BPGEPS, parce que c'est là où on a le plus de sessions de formation, hein, tout simplement. On a plus de 80 sessions de formation à l'année. Donc là, sport et animation, on a plus de BPGEPS sport. On voit après qu'on a du CPGEPS, hein, on a à peu près une vingtaine de formations, selon les années, plus ou moins. Après, donc, on a bien sûr les DEGEPS, après des certificats complémentaires, hein, c'est ça, CC, comme direction de structure d'accueil collectif de mineurs. Le DES-GEPS et DEMN, c'est les diplômes, en fait, des métiers de la montagne, voilà. Et on en a eu un en 2023 en VAE, mais du coup, il apparaît aussi. Forcément, on a un petit peu moins de montagne, même si on a les Vosges, voilà, dans le Grand Est. Ce que je trouve important à retenir, c'est que nous, on a un fort taux de réussite hein, sur nos diplômes. On a quand même plus de 80% hein, de réussite de diplômés à la fin de nos sessions de formation. Donc ça, c'est quand même assez exceptionnel hein, sur nos formations. Et puis, ce qui est important aussi, c'est que pour ceux qui sont demandeurs d'emploi, hein, avant l'entrée, on a 80% environ hein, en moyenne de taux d'insertion. Ça peut même être un peu plus selon les diplômes. Et puis, moi aussi, ce qui m'intéresse surtout, hein, c'est qu'en plus, 80%, plus de 85% trouvent un emploi en lien avec le diplôme aussi. Donc, non seulement, hein, parfois, ça leur permet d'acquérir un niveau qu'ils n'ont pas pu avoir avant, mais en plus, ils trouvent un emploi en lien avec le diplôme. Donc, ça, c'est un point positif. Et dans Catherine, la dernière aussi… Oui, allez-y. J'ai une question, Catherine, pour vous. Linda pose la question suivante. Alors, on a un peu de temps, mais ça va être compliqué. Est-ce que vous pourriez revenir sur la réforme de l'année prochaine sur, je suppose, le BPGEPS, c'est ça? Oui. Bonjour. En fait, oui, il y a pas de souci. En fait, tous nos diplômes, mais ça, c'est dans toute la formation professionnelle, hein, pas que sur nos diplômes à nous, passent en bloc de compétences. Hein. On était avant nous sur des unités capitalisables, voilà. Et maintenant, ça va être en bloc de compétences. Et avec cette réforme, il y a aussi du coup une réforme de certaines mentions, donc un petit peu moins dans le sport, mais c'est vrai que dans l'animation, sur le niveau BPGEPS, là, c'est un choix aussi parce que c'est vrai qu'il y avait des mentions où on avait peu de diplômés et c'était une volonté aussi de la branche professionnelle là de vouloir du coup un seul diplôme BPGEPS, voilà, un peu plus généraliste, on va dire. Et par exemple, maintenant, si vous voulez la direction d'accueil collectif de mineurs, comme on avait dans le BPGEPS Loisirs tout public, il faudra aller la chercher sur une certification complémentaire. Merci beaucoup. Voilà. Je ne sais pas si ça a répondu à la question, mais n'hésitez pas, hein, sinon après, pour nous reposer des questions, on donnera vos coordonnées. Plus tard. Oui, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Alors, pour venir sur nos formations, c'est vrai qu'on a remis l'important de valider son projet professionnel avant, même si, par exemple, sur le niveau CPGEPS, on n'a pas d'exigence hein, là d'heures d'expérience ou de diplôme, parce qu'on voit bien qu'il y a une différence parfois entre le métier rêvé, la réalité du métier. C'est vrai qu'on est quand même sur des métiers où les horaires peuvent être fractionnés. Hein, je viens le matin à l'école, hein, sur le périscolaire, je reviens le midi, je reviens le soir, je vais travailler les vacances. Dans le sport, on peut travailler le samedi, le dimanche aussi. Donc voilà, faut en être conscient.
On va aussi avoir tout un groupe à gérer. Parfois, on a gardé les enfants de ses voisins le mercredi, c'était super, mais là, j'ai un groupe de 8 à 12 enfants toute la journée. Voilà, le changement peut être des fois un petit peu plus dur. Je vais travailler aussi avec les autres en équipe, voilà, donc ça peut être super, mais ça peut aussi avoir ses contraintes. Et puis, c'est un métier de responsabilité, forcément, aussi bien dans le sport que l'animation. On s'occupe de mineurs aussi, et puis voilà, on a le lien aussi avec les parents, notamment dans l'animation, qui est important. Alors pour justement un petit peu valider son projet, on peut passer par les formations que vous proposez, Conseil régional, Pôle emploi, de découverte des métiers, ou aussi de consolidation du projet professionnel. Ça, c'est toujours positif pour les personnes. Il y en a qui ont fait du bénévolat, il y en a qui sont passés par le BAFA, le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur. Et puis, il y en a aussi beaucoup maintenant qui ont fait une mission de service civique. C'est à partir de 18 à 25 ans, on peut faire une mission d'engagement d'environ 6 mois. Et donc, on en a beaucoup. Ils découvrent le métier d'animateur, ou même dans les clubs sportifs aussi, d'éducateurs sportifs, et ça leur donne envie d'aller sur les métiers. Alors sur les exigences préalables sur l'animation, on va être à 200 heures, un minimum d'animation. Là, il y a quand même une exigence, ou avoir un BAFA. Voilà. Et puis sur le diplôme de maître nageur qu'a présenté Gwendal, donc c'est un BPGEPS aussi. Là, pour accéder à la formation, il y a un petit peu plus d'exigences. Il y a des attestations de premier secours PSE1 ou PSE2, c'est équipe en fait le E. Un certificat médical comme toutes nos formations sport, voilà, le BNSSA, l'attestation 400 mètres nage libre en moins de 7 minutes 40, voilà, et puis on vous a remis les contenus de la formation. Voilà, je ne veux pas trop prendre de votre temps, je pourrais répondre à vos questions si vous en avez. Bien sûr. De toute façon, Catherine, on retrouve toutes ces informations sur le site. Oui. Vous avez sur le site sport.gouv, sur les métiers, sur les diplômes. Vous aurez aussi, nous, les autres référents qui sont sur les autres sites, sur notre site à nous de la Dragesse, je vous l'ai mis. Et puis, il y a le petit guide aussi. Ça peut être bien pour vous, si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur les diplômes, sur les formations. Voilà. Et je reste à votre disposition s'il y a des questions. Merci beaucoup, Catherine. Et au pas de course, j'accueille Élise Perrin de l'Association pour la promotion des métiers du sport et de l'animation. Si vous pouvez nous rejoindre, Élise. Bonjour, Élise. Bonjour. Alors, pour compléter, effectivement. Vous nous présenter. Voilà. Alors, je vais vous présenter les différentes actions que nous mettons en place dans le cadre de la région, aussi bien des missions d'information auprès des publics sur l'ensemble des formations sur le secteur du sport et de l'animation, donc les formations dont a parlé Catherine juste avant. On a la possibilité de rencontrer vos publics en rendez-vous individuel par le biais d'informations collectives pour expliquer un petit peu quel est ce secteur d'activité, quels sont les métiers, quelles sont les formations, aussi bien sur la filière jeunesse et sport que sur les filières des branches professionnelles ou que sur la filière universitaire aussi. Donc voilà, on a une mission d'information globale auprès du public avec différents moyens d'information selon vos besoins, en individuel, en collectif, etc. Et on a aussi la possibilité d'accompagner les différents publics grâce à des dispositifs du ministère Jeunesse et Sport ou grâce à la prépa apprentissage jusqu'à la fin d'année, en espérant avoir d'autres solutions pour la suite, pour pouvoir accompagner ces différents publics et les préparer aux entrées en formation dans le secteur du sport et de l'animation, avec des aides au BAFA, avec des préparations à des potentielles sélections, avec des mises en situation, avec voilà tout un tas d'actions possibles dans ce cadre-là. Donc ça, c'est effectivement ce qu'on peut faire dans le cadre du secteur sport-animation, et vous trouverez sur cette slide les coordonnées des différents chargés d'accompagnement et de promotion. Donc on est 3 sur le Grand Est en fonction des départements. On est joignable, accessible par téléphone, par mail. Donc voilà, si vous avez besoin de plus d'informations, si vous avez besoin de mettre en place des choses sur vos territoires,
On est là pour répondre à vos questions et pour voir comment on peut accompagner vos publics et même informer vos équipes au sein de France Travail, des missions locales sur cette filière qui n'est pas toujours évidente à comprendre. Et on mène aussi toujours dans le cadre de nos missions avec la région et avec le soutien de la DRAGES des forums sur les métiers du sport et de l'animation, avec la présence de l'ensemble des organismes de formation du secteur, en fonction des territoires géographiques, bien sûr. Voilà, parce qu'on est le relais aussi vers les organismes de formation pour s'y retrouver un petit peu selon tous les territoires, toutes les formations qui existent. Et les 2 prochaines ont lieu en octobre et en novembre. Le 17 octobre pour Mulhouse au centre sportif régional et le 26 novembre pour Reims au collège Marie-Bastier. Voilà. Merci beaucoup, Élise. Et bien sûr, on peut prendre rendez-vous avec vous si on souhaite avoir plus d'informations, si un collégien, un lycéen souhaite avoir des infos. C'est vraiment auprès de tout type de public qu'on intervient, hein, des jeunes, des très jeunes, des plus âgés, des reconversions, enfin voilà, tous ceux qui ont besoin d'informations parce que à un moment ou un autre, ils se disent ah bah tiens, j'irai bien dans les métiers du sport parce que je suis sportif et comme Wendell le disait aussi tout à l'heure, hein, il ne suffit pas d'être sportif pour aller dans les métiers du sport. Il est allé sur un premier BPGEPS pour finalement se rendre compte que c'était pas forcément ce qui l'intéressait. Donc voilà, c'est vrai qu'on nous oriente énormément de jeunes parce qu'ils aiment le sport, mais très vite quand on leur parle d'encadrement, d'animation, de projets, de pédagogie, etc. Là, ils se disent non, mais moi, ce que j'aime, c'est faire du sport. Donc, toute la partie en amont dont a parlé Catherine avec des stages, les CP Pro qui sont proposés par la région, le BAFA, etc. Nous, c'est ce sur quoi on vise à les amener avec nos dispositifs d'accompagnement avant qu'ils aillent se présenter pour rentrer en formation CPGEPS ou BPGEPS, voire DEGEPS, etc. Merci beaucoup, Élise. On n'hésitera pas à venir à votre rencontre lors de ces 2 journées et des suivantes pour 2025, puisqu'il y en aura d'autres, je le sais, sur Strasbourg et sur d'autres territoires. Et Annabelle a eu la gentillesse de nous mettre le lien de l'agenda de Orient Est qui vous permet d'avoir accès absolument à toutes les manifestations en lien avec la thématique du sport et de l'animation. Merci, Annabelle. Merci Élise et place maintenant à Rachel Heitz, chargée d'études au sein de l'OREF Grand Est. Alors, bonjour. Rachel, vous êtes notre nouvelle référente pour ces ateliers sectoriels suite au départ de Théophane. Donc, Rachel, c'est à vous. Oui, bonjour à tous. Voilà, cette présentation qui va suivre, c'est un état des lieux statistiques du secteur du sport et de l'animation en Grand Est sur le périmètre du contrat d'objectif territorial avec des données sur l'emploi salarié, les professions spécifiques, le marché du travail et la formation. Donc pour commencer, l'emploi salarié, ce secteur compte 12 600 établissements, 4 150 étant des établissements employeurs, un total de 34 000 salariés. Et donc, ce secteur concentre 2,4% des salariés du Grand Est. Et sur le graphique sur la droite, la courbe orange montre une dynamique toujours positive en termes d'emploi sur ces 10 dernières années, plus 20%. Donc, beaucoup plus que la moyenne, tout secteur du Grand Est. C'est la courbe du bas en rose où l'évolution n'est que de 4%. Voilà. Avec les actifs, ici, on va faire un zoom sur les personnes qui exercent une profession propre à ce secteur. Au global, ce secteur représente 28 700 actifs, dont 34% dans une entreprise du secteur. Les autres secteurs utilisateurs étant l'administration publique et enseignement, les activités associatives diverses. Donc, si on regarde un peu le profil de ces actifs, 46% de femmes, 16% de moins de 25 ans et 36% ont des contrats à temps partiel. Donc là, on est sur un pourcentage plus important. Sur le graphique sur la droite, on observe que 48% des actifs sont des animateurs socioculturels et de loisirs et 24% des moniteurs éducateurs sportifs, des sportifs professionnels. Voilà. Ensuite, sur le marché du travail, on a 8 700 demandeurs d'emploi inscrits à France Travail, ce qui représente 2% des DEFM de la région. Et si on regarde les principaux métiers concernés, pour la moitié, ce sont des métiers d'animation et de loisirs.
pour 19% des métiers d'éducation en activité sportive ou encore 11% de l'animation d'activités culturelles ou ludiques. Et si on regarde les besoins en recrutement de ce secteur, on a 9000 offres qui sont diffusées par France Travail en 2022, 38% qui viennent directement de structures sport-animation, 60% d'entreprises hors secteur sport-animation. Et puis, comme dans tous les secteurs, on a des potentielles difficultés de recrutement. 59% des projets de recrutement sont jugés difficiles. On peut citer quelques professions avec des fortes tensions statistiques, notamment les éducateurs spécialisés ou encore les professionnels de l'action sociale. Et puis, si on regarde aussi les besoins de recrutement à l'horizon 2030, entre les emplois créés, les départs à la retraite, on a 1600 besoins de recrutement par an. On devrait donc avoir un stock suffisant grâce au potentiel de jeunes entrants qui sont de 2600 jeunes par an. Donc, pas de tension spécifique sur les futurs besoins de recrutement. Et les professionnels dont on aura besoin sont toujours les professionnels de l'action sociale, culturelle, sportive et de l'orientation. Voilà. Passons maintenant à l'offre de formation initiale. On a 879 lycéens qui sont formés au niveau 3 et 4, notamment dans le domaine de l'animation avec le bac pro animation enfance, personnes âgées et les mentions complémentaires, notamment la MC3 animation gestion projet secteur sportif qui a ouvert à la rentrée 2023. On a aussi en apprentissage 813 apprentis. 64% d'entre eux préparent notamment un BPGEPS, mais on a aussi des formations de niveau supérieur, des licences pro, des masters pro, notamment des DEGEPS, des ES-GEPS. Voilà. Et puis, ces effectifs évoluent positivement. L'évolution est plus marquée pour les apprentis, sachant que l'apprentissage se développe toujours beaucoup plus. Et puis, les lycéens, on a une évolution de 4% aussi sur la dernière rentrée. Voilà. Ici, pour finir sur la formation initiale, cette carte localise les sites de formation. Donc, les ronds rouges, c'est les lycées qui proposent des formations du secteur. Les carrés verts, c'est les 18 sites de formation par apprentissage. Et j'ai rajouté ici les sites, les universités du Grand Est qui proposent aussi des formations dans le domaine notamment du sport, les étudiants en STAPS, 4800 étudiants qui sont répartis dans les grandes villes universitaires que sont Strasbourg, Reims, Nancy, Metz. Notamment. Alors, je rassure Rachel, nos auditeurs, parce que là, il faut vraiment se mettre le nez dessus pour voir quelque chose. Hein, oui, mais ils pourront revenir dessus. Parce que moi, j'ai le papier là. Ouais. On voit bien et vous aurez bien sûr le lien et l'ensemble de ces documents. De l'OREF. Voilà. Ouais, je vais préciser ça à la fin, Alice. J'ai presque terminé. Là. Je finis donc sur la formation continue. Le programme régional de formation du Conseil régional, c'est 45 actions de formation, 608 places disponibles à différents niveaux de formation. Et vous le voyez aussi sur cette carte, des actions réparties, des places disponibles sur l'ensemble du territoire du Grand Est. Voilà, et je termine sur quelques pistes de réflexion qui sont issues de la veille permanente qui est réalisée au sein de l'OREF Grand Est, et ainsi que des retours aux questionnaires qu'on a adressés aux branches professionnelles dans le cadre des consultations sectorielles 2024. Donc d'abord, d'un point de vue socio-économique, une dynamique d'emploi toujours favorable qui est portée aussi notamment par le domaine du sport, des nouvelles pratiques sportives, le développement d'une offre privée personnalisée, à savoir aussi une société en pleine mutation, crise, inflation, aspirations différentes, donc des besoins croissants en accompagnement et action sociale. Et puis sur la thématique de la numérisation, digitalisation, environnement, la diffusion des innovations technologiques dans le sport, la politique d'inclusion numérique, environnementale, etc. Voilà, donc j'en ai fini avec ma présentation, Alice. Et comme tu le disais, je vais préciser qu'on peut retrouver toutes ces données. Le PowerPoint sera mis en ligne aussi sur le site de l'OREF Grand Est et l'essentiel des données sont consultables dans la rubrique secteur d'activité. Voilà, je vous remercie. Merci. Et Laura Dill fait le constat suivant qui va tout à fait dans de ce que tu viens de présenter, que les métiers en lien avec le sport suscitent complètement l'intérêt chez les jeunes. Hein. Et voilà, on voit une progression de l'intérêt du sport chez les jeunes dans le cadre de l'orientation, des choix de formation. Merci beaucoup Rachel, on se retrouvera de toute façon le mois prochain. Merci Alice. Merci. Nicole Di Lorenzo, si Nicole peut venir me rejoindre,
Est-ce que vous pouvez nous faire découvrir le parcours de Mathieu Reinbott, coach sportif? Oui, bonjour à tous. Mathieu, si vous voulez bien monter sur scène. Ah, super. Voilà, bonjour Mathieu. Alors Mathieu, donc vous êtes actuellement coach sportif dans le Bas-Rhin, dans des associations sportives à Strasbourg. Alors comme Gwendal, un petit exercice de style. Pouvez-vous nous dire en quelques mots quel a été votre parcours, études et professionnel avant d'être coach sportif? Déjà, est-ce qu'on me voit bien? Oui, on vous entend bien, Mathieu, et on vous voit bien. Ok, très bien. Donc, je suis coach sportif maintenant depuis 11 ans. J'ai commencé mes études en faisant autre chose. J'étais électricien, j'ai fait un BEP et un bac pro en électrotechnique. Puis j'ai changé, j'ai essayé un BTS commercial, j'ai arrêté. J'ai commencé la fac de sport, j'ai arrêté. J'ai travaillé 1 an. Et au final, je suis retourné vers le sport, ma première passion, pour devenir coach sportif. D'accord. Et donc, du coup, depuis 11 ans. On ne vous entend pas très bien. Donc, comme on disait actuellement, vous travaillez dans plusieurs associations sportives, l'association de l'Orangerie et l'association Sport 15 à Strasbourg. Alors, dites-nous un petit peu quelles sont vos activités, quelles sont vos missions. Allez. Premier couac du webinaire. Au-delà du simple... Ah, là, ça coupe. Au-delà du simple coach sportif. Alors, moi, je vous propose, il faudrait vous déconnecter, vous reconnecter. Voilà, on a un petit souci technique, mais ça arrive, c'est pas un problème. Voilà. C'est bien. Ouais, donc je disais effectivement, dites-nous un petit peu quelles sont vos activités aujourd'hui par rapport à vos emplois en fait, puisque vous avez plusieurs emplois. Donc j'ai la chance d'avoir un CDI, très rare pour un coach sportif, donc de l'association Sport Union 15, de laquelle je donne des cours collectifs. Je fais aussi du sport sur ordonnance, du sport santé. Je travaille aussi avec des scolaires, parce que maintenant les lycéens doivent passer une épreuve muscu au bac de sport. Donc des lycées viennent avec moi travailler dans la salle de sport. Et à côté de ça, je travaille aussi dans d'autres salles de sport où je donne des cours collectifs, donc Ozone et Aquarive, deux salles de Strasbourg. D'accord, donc là, vous vous êtes spécialisé effectivement dans le fitness. C'est ça que quand on s'était vu, vous nous aviez dit, c'est ça. Vous faites de la musculation pour les jeunes, là, à partir de 15 ans. C'est ça, vous accompagnez également, je crois, des jeunes qui se sont qualifiés. Dites-nous un petit peu en 2 mots. Notre club est affilié à la Fédération d'haltérophilie, la Fédération française d'haltérophilie. Et ils ont une filiale musculation et on a participé aux championnats régionaux et on s'est qualifié plusieurs du club. On est 9 qualifiés pour le championnat de France qui se passe le mois prochain. D'accord. Et au niveau des cours collectifs, donc vous parlez de vous donner des cours collectifs. Alors vous avez, je suppose qu'il y a beaucoup de femmes qui suivent des cours collectifs plutôt que les messieurs, ou non, ou alors c'est juste une idée. Il y a une majorité de femmes, mais il y a quand même quelques hommes qui se perdent dans l'eau. Voilà, qui se perdent. Alors, vous nous disiez aussi que vous étiez coach privé. Alors, quand on parle de coach privé, je suppose que c'est pas le même public, en fait, quand vous donnez des cours particuliers, on va dire, de coach. Donc oui, j'ai la chance de donner des coachings un peu différents. J'ai un jeune que je coach qui est autiste, donc ça permet un peu d'élargir mes horizons, de travailler différemment. Et voilà, je fais aussi du coaching normal avec des gens en suivi à distance, en suivi, en présentiel. Et sinon, je coach toujours tous les gens de la salle où je travaille à Sport Union 15. Et effectivement, vous disiez, vous êtes en CDI, donc effectivement, vous avez la chance d'être en CDI, puisque dans ce milieu-là, c'est plutôt les CDD qui priment. Est-ce que votre activité vous donne toute satisfaction?
comme la question qu'on a posée à Gwendal, sur le plan personnel et financier? J'ai la chance de ne pas me dire que je vais au travail. Moi, je vais à la salle, donc c'est toujours un plaisir. Donc, je suis content. Je le vis bien. Donc, ok. Donc, alors, et vos projets? Est-ce que vous avez des projets? Puisque effectivement, vous faites déjà plein de choses, mais vous avez des projets? Depuis le BPGEPS, j'ai fait quand même une formation à l'INSEP via la Fédération d'haltérophilie, donc de sport santé. J'ai aussi fait un BF1 haltérophilie pour travailler avec les jeunes en haltérophilie. Et là, j'envisage de faire une VAE sur une licence APA, donc activité physique adaptée. D'accord, voilà. Et ça serait pour vous mettre à votre compte? C'est pourquoi? C'est pour travailler une fois que vous aurez cette... C'est juste pour avoir une validation. C'est pour avoir la validation. Une validation d'acquis. On ne sait pas de quoi est fait demain, donc il vaut mieux valider tout. D'accord, c'est pour que... Et si vous avez un message à faire passer à nos auditeurs, Mathieu, ce serait lequel? Il ne faut pas rester sur le simple fait de perdre du poids ou prendre du poids en tant que coach. Le sport, c'est la santé. Et le sport santé, c'est l'avenir. Vous avez oublié quelque chose? Vous vouliez dire quelque chose encore ou par rapport à... Moi, j'ai une question. Moi, j'ai une question pour vous, Mathieu, de Florence. Florence vous pose la question suivante. Est-ce que vous trouvez du temps pour vous entraîner? Je n'aurai pas la réponse, Florence. Attendez, il va se reconnecter. Okay. On veut la réponse. Mathieu, on vous entend pas. Dispo quand les gens sont dispo, donc il y a pas mal de... On vous a pas entendu, Mathieu. Alors, il faut vous reconnecter, comme disait Alice. Alors, ouais, mais là, on prend du retard. On prend un peu de retard. Moi, j'ai la réponse. On a la réponse puisqu'on a rencontré Mathieu. Voilà. Alors, rapidement, Mathieu, on va devoir arrêter. Donc, vous trouvez du temps pour vous entraîner. Vous nous aviez dit, lorsqu'on s'est rencontrés, que vous c'était votre passion et que vous vous entraîniez régulièrement. C'est ça, oui. Ma priorité, c'est quand même d'entraîner les gens, mais je trouve le temps de m'entraîner. Oui, puisque vous allez participer également au championnat, c'est ça, de musculation? C'est le mois prochain? C'est bien ça? C'est ça. Ouais, d'accord. Bah, écoutez, on vous souhaite, on vous souhaite bonne chance, pleine réussite, hein. Je ne sais pas. Allez-y, Mathieu. Non, on espère faire quelque chose de bien. On verra bien. Tout à fait. La compétition, c'est voilà. C'est la compétition. En tout cas, il y avait des questions encore, Alice? Je ne sais pas. Non, c'est tout bon. Pour moi, c'est tout bon. Il n'y a plus de questions. Merci beaucoup, Mathieu. Merci, Mathieu, d'avoir témoigné. Merci. Bonne continuation. Et sans transition, j'accueille Frédéric, mon collègue Frédéric von Spebruck, donc de la maison de région de Saint-Dizier-Bar-le-Duc. Frédéric, voilà. Frédéric qui est délégué territorial à la maison de région donc de Saint-Dizier-Bar-le-Duc et qui va effectivement nous parler de l'action expérimentale qu'il a menée sur son territoire. Hein, c'était un BNSSA. Mais Frédéric, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Alors effectivement, on va parler BNSSA et plus généralement, je crois, métier de la natation et de la surveillance, puisque en fait, ce sont des métiers. C'est ça qui nous a amené à travailler sur le territoire, sur ces métiers-là qui sont en tension. Alors, les maîtres nageurs, on a parlé des BPGEPS, activités aquatiques et de la natation tout à l'heure, qui sont particulièrement en tension, mais il y a également des tensions sur les surveillants au niveau des milieux, qu'ils soient ouverts, donc on parle de lacs, de rivières ou fermés pour les centres nautiques par exemple. Ces tensions, elles tiennent notamment... Je vous invite également, n'oubliez pas qu'en Grand Est, on a un très beau lac, le lac du Der, que très peu connaissent. N'hésitez pas à venir le découvrir, il est magnifique. Sur ces tensions, elles sont liées à quoi? Elles sont liées à la saisonnalité, on l'a évoqué, ce sont des métiers souvent avec des contrats assez courts sur l'été, des rémunérations pas toujours attrayantes.
Encore que face aux difficultés, on se rend compte que les employeurs aujourd'hui ont tendance à améliorer ces rémunérations et notamment pour les aspects saisonniers, à proposer aussi l'hébergement assez régulièrement pour pouvoir attirer les personnes avec les bons niveaux de diplôme dont ils ont besoin. Et puis, pour un certain nombre, de la précarité au niveau des postes, puisque c'est pas toujours des temps pleins ou, comme on disait, l'aspect saisonnier fait que les contrats proposés peuvent être assez courts. Je vais peut-être juste faire un petit aparté, parce qu'on l'a pas mal évoqué ça tout à l'heure, et je crois pas qu'on évoque cette solution plus loin. Dans le cadre de cette action, on a aussi convié autour de nous, en plus des employeurs, des centres nautiques et des lacs et autres, les groupements d'employeurs. Et dans le métier du sport et de l'animation, moi je crois beaucoup à ces groupements d'employeurs du sport et de l'animation qui peuvent permettre de proposer des contrats à durée indéterminée aux personnes liées voulant travailler dans le sport et l'animation. Et ce qui va les intéresser, c'est d'avoir des profils qui peuvent avoir un BNSSA, puis qui peuvent avoir un diplôme d'animation ou d'encadrement sportif à côté, et du coup qui peuvent travailler sur de différentes structures. Et tout le monde y trouve son compte, puisque pour les structures qui les embauchent, ça évite d'avoir à embaucher des CDI. Et puis pour ceux qui cherchent des contrats, on leur propose des CDI, voire temps plein, sur différents métiers. Et puis, il ne faut pas négliger non plus, on l'a dit, sur les difficultés sur ces métiers-là, c'est l'environnement, le fait de travailler dans le bruit, dans des environnements qui sont clos, chauds, humides, toute la journée, ça peut être assez fatigant et éprouvant, et souvent les personnes qui se dirigent vers ces métiers n'imaginent pas forcément, ne voient pas ce côté qui peut être assez dur à gérer. Le niveau de natation, bien évidemment, on va en reparler après sur cette expérimentation, c'est justement un des axes sur lesquels on a travaillé. Et puis le fait aussi d'avoir des responsabilités de plus en plus accrues. On sait bien qu'aujourd'hui tout le monde ouvre le parapluie et que on cherche souvent les responsabilités, et tout le monde n'est pas apte à gérer cette pression liée au risque d'accident notamment. Et puis j'avais ajouté également les localisations moins attrayantes. C'est sûr que quand on regarde les chiffres, en moyenne sur l'été 2021, une étude du ministère des Sports indiquait que 10% des postes de surveillants saisonniers n'étaient pas pourvus au niveau national, et c'était 20% dans le Grand Est. Il est difficile de lutter avec les côtes du sud de la France ou même de l'Atlantique. Effectivement, il y a des zones où c'est peut-être plus attrayant. Donc, le choix qui a été fait, c'est vraiment de travailler en lien avec les employeurs. C'est des professions qui ne sont pas toujours faciles à capter et à mettre autour de la table, bien qu'ils aient des besoins. Mais quand on les met autour de la table, on sent bien qu'ils sont prêts à s'investir, et c'est ce qu'ils ont fait sur cette action-là. Donc, l'Office de tourisme des lacs, les différents groupes qui gèrent en délégation les centres nautiques, ils ont vraiment tous des besoins, ils sont très demandeurs. Ce qui nous a intéressé, c'est d'aller chercher des demandeurs d'emploi qui ne se destinaient pas forcément à ce métier-là. Ça veut dire aussi qu'au départ, ils n'étaient pas forcément de très bons nageurs, parce que pour obtenir son brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique, il faut avoir un très bon niveau de natation. Et donc, on allait chercher des personnes à qui on a pu faire un test, et on s'est rendu compte qu'ils savaient nager, forcément, on ne peut pas partir de trop loin non plus. Mais en tout cas, ils étaient très, très, très loin du niveau attendu. Et finalement, à travers cette formation, en accentuant sur l'entraînement de natation, et on a eu un groupe vraiment très investi, de un seul qui avait le niveau au départ, sur les 7 stagiaires formés, ils ont tous eu leur BNSSA, parce qu'ils se sont impliqués et qu'avec du travail, on peut y arriver. Mais sur la durée de la formation de 2 mois et demi, ils ont nagé plus de 110 km chacun, et ils venaient s'entraîner encore à côté. Donc, il faut un petit peu de motivation. Celui qui n'a pas un très bon niveau et qui n'est pas prêt à s'investir pleinement risque de ne pas obtenir le diplôme au bout du compte. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils ont tous des contrats à l'issue de la formation, et que l'on en a 3 qui souhaitaient d'ores et déjà continuer vers le BPGEPS, puisque le BNSSA est un prérequis pour aller vers le BPGEPS, donc d'activité aquatique et de la natation. Donc pour eux, c'était une étape supplémentaire de franchie. Je précise également à ce niveau-là que le BNSSA doit faire l'objet d'un maintien tous les 5 ans. Il n'est pas acquis à vie. Tous les 5 ans, il faut revenir.
Donc, je vous ai remis quelques prérequis pour le BNSSA et je vous inviterai à en prendre connaissance. Je ne vais pas les redétailler, parce que vous pouvez le trouver un petit peu partout. J'ai remis également vraiment une petite synthèse du parcours de l'examen, mais il faudrait regarder dans le détail, mais les exigences d'aller chercher le mannequin, de nager, d'une part avec lunettes et une autre sans lunettes, sans tuba, sans rien. Enfin, c'est vraiment un niveau assez exigeant, donc il faut pouvoir se mettre dans ces conditions. En général, sur les BNSSA, on a, si les personnes sont prêtes, elles peuvent passer directement l'examen. Sinon, on a quelques heures d'entraînement, souvent qui sont proposées. Également, la nécessité d'obtenir le PSE1, donc les premiers secours en équipe. Et puis, différents aspects, notamment l'apprentissage des techniques de sauvetage et puis la réglementation des baignades, puisqu'il y a un QCM technique assez poussé. La particularité de cette action, et ça rejoint aussi ce qu'on a pu évoquer, et je pense que c'est aussi intéressant de l'avoir sur tous ces métiers-là à l'esprit, c'est qu'on a ajouté de l'accueil de personnes en situation de handicap. Parce qu'on se voit surveiller, mais on se rend compte aussi que dans les centres de natation aquatique, on peut être amené à surveiller et à accueillir, du coup avoir des contacts avec des groupes de personnes handicapées. Alors, ça peut être handicapé moteur, pour lequel il existe des systèmes pour mettre à l'eau. Et on s'est rendu compte en discutant avec les employeurs qu'il y a une personne souvent qui s'est utilisée dans le centre nautique, mais pas plus, donc ça nous semblait intéressant. Et puis le handicap mental, à tous les niveaux, où il n'est pas toujours évident, quand on n'y est pas confronté régulièrement, de savoir comment se comporter. Et ça a été un vrai plus dans la formation. La mobilité, on a vu que les saisonniers peuvent être amenés à énormément bouger pour trouver de l'emploi. Langue anglaise, puisque on peut être amené sur notamment les lieux ouverts à rencontrer des touristes. Donc, même si on ne devient pas bilingue, avoir quelques notions de vocabulaire pour pouvoir rassurer quelqu'un ou le guider nous semblait essentiel. Et tout ce qui est lié aux aspects pollution de l'eau et contrôle, que ce soit dans les centres nautiques ouverts ou fermés, les milieux ouverts ou fermés, il est nécessaire à un moment d'avoir des analyses de l'eau et de comprendre un minimum les risques liés à tous ces aspects-là. Mm-hmm. Donc voilà assez rapidement présenter cette action. On envisage de la reconduire très certainement comme un SAS vraiment plus amont pour le BPJEF, parce que c'est vraiment le diplôme qui permet d'accéder et sur lequel il y a le plus de tension dans tout le milieu nautique aquatique. Sur le BNSSA, on voit que c'est quand même aussi beaucoup un public soit d'étudiants, soit qui cherchent à compléter des activités, mais pas forcément à travailler en permanence dedans. Alors, Frédéric, j'ai une question d'Isabelle qui demande si les personnes formées devaient avoir obligatoirement une structure employeuse en fin de formation. Alors, on a fait ça avec un financement d'une action sur mesure. En fait, on a plusieurs dispositifs. Soit on a les employeurs directement au démarrage, soit on les a pas. Dans le cadre de cette action, on l'a fait sur une action sur mesure. Ça veut dire qu'on n'avait pas besoin d'avoir les contrats en face, parce que justement, il y a cette problématique de saisonnalité, de petits contrats. Donc, pour autant, ils ont vraiment joué le jeu avec nous. Je l'ai pas dit, mais on a eu évidemment du stage. Ils ont accueilli tous les mercredis et sur les vacances scolaires les stagiaires. Et ils ont tous proposé des contrats à l'issue, même si malheureusement les stagiaires ont parfois souhaité, comme on le disait tout à l'heure, aller vers des côtés où il y avait peut-être un peu plus de soleil. En tous les cas, ils se sont impliqués et ont proposé des contrats à la fin. C'est une des clés de toute façon. Je pense que sur ce type d'action, si on n'a pas les employeurs qui s'engagent et proposent des contrats, ça présente peu d'intérêt. Et Christine pose également une autre question. Existe-t-il une formation BNSSA en accéléré sur le territoire de Saint-Dizier prochainement ? Alors, je n'ai pas en tête les prochaines dates. En tout cas, alors je l'ai pas dit, mais ça a été cofinancé avec la cité éducative de Saint-Dizier, pour notamment avoir quelques publics du quartier prioritaire de la ville. Et surtout, ça a été porté au départ par la FNMNS, donc la Fédération nationale des maîtres nageurs sauveteurs, qui, de son côté, a une antenne départementale. Et en parallèle de ces actions plutôt longues, propose également du BNSSA sur, je crois que c'est 4 ou 5 jours, donc là pour des très bons nageurs et qui sont prêts à passer l'examen très rapidement.
De toute façon, on peut obtenir toutes ces informations en prenant contact avec la Maison de Région Saint-Dizier-Bar-le-Duc avec vous. Donc, il n'y a pas de souci. On trouvera votre contact dans le PPT qui sera joint au replay pour les personnes qui sont intéressées parce que vous verrez, Frédéric, il y a des questions qui sont vraiment spécifiques à votre territoire. Donc, voilà, au moins, ce webinaire permet de mettre en réseau des professionnels qui veulent monter des actions. Je vais y répondre de ce pas. Super. Merci beaucoup, Frédéric. Merci. Je regarde s'il n'y a pas d'autres questions. Non. Donc, j'accueille à notre territoire une de vos collègues, Marie Logel, développeuse des compétences de la Maison de Région de Mulhouse. Et je vais faire monter en même temps pour le territoire de Mulhouse, Laura Demontou, responsable des ressources humaines de la direction enfance et famille à Mulhouse, Alsace, agglomération. Allez, pour les Alsaciens, on dit M2A. Donc, bonjour Laura, bonjour Marie. Bonjour Alice. Marie, présentez-nous, qu'est-ce que vous faites donc de beau sur le territoire de Mulhouse? Alors, sur le territoire de Mulhouse, nous avons mis en place un CQP animateur périscolaire suite justement à plusieurs échanges avec la M2A où on constatait un besoin récurrent sur notre territoire et pas forcément une offre de formation en face. Donc, une fois la formation ciblée, à savoir le CQP animateur périscolaire, on a composé un comité de pilotage avec France Travail, la mission locale de Mulhouse Sémaphore, la Cité de l'Emploi et l'UFCV qui était l'organisme de formation sur le territoire pour mettre en place cette formation. Et au-delà de l'ingénierie pédagogique voilà classique qu'on a travaillé ensemble, l'idée c'était de pouvoir recruter autrement les stagiaires et de les amener vers ce métier d'animateur périscolaire. Donc on a eu l'idée de créer un Vie ma vie d'animateur périscolaire sur toute une journée avec l'ensemble justement du comité de pilotage que j'ai cité précédemment, avec différents stands animés donc par nous, comité de pilotage, mais aussi par des professionnels de l'animation, donc les responsables de sites périscolaires de la M2A. Donc voilà, je vous ai un petit peu noté les stands pour avoir une idée. Donc il y avait un caout qui était animé par M2A pour voilà en savoir un petit peu plus sur la collectivité et les avantages de rejoindre ces structures. On avait un jeu de loi qui a été mis en place donc par des professionnels de sites périscolaires pour découvrir le métier. Il y avait un autre atelier qui était plus une façon de tester le métier avec des parcours de motricité, avec un questionnaire et un buzz à la fin et un jeu par équipe. Il y avait également un kamishibai, donc c'est une manière de compter japonaise avec un support en bois. Je vous montrerai quelques photos après et des dessins donc qui étaient animés par l'organisme de formation UFCV pour présenter la formation. Avec France Travail, nous avons mis en place un Qui veut gagner des millions qui s'est transformé en Qui veut gagner un nouvel emploi pour parler justement des différentes modalités de financement, que ce soit de la part de la région Grand Est ou de France Travail. Ils auraient préféré gagner 10 millions, je ne vais pas vous le cacher, mais c'était déjà pas mal quand même de trouver un nouvel emploi. Et à la fin, donc, on avait un autre atelier avec la M2A et la ville de Mulhouse qui était donc voilà 5 minutes pour convaincre, où là les futurs candidats devaient se mettre en avant et parler de leurs atouts à la M2A et à la ville de Mulhouse. Donc, je vous ai mis quelques photos de cette journée. Donc, on a reçu une 60aine de demandeurs d'emploi sur l'ensemble de la journée. Donc, il y a quand même eu un intérêt fort pour découvrir ce métier-là. Donc, ce qui était très intéressant et c'était tout l'avantage aussi de travailler en partenariat depuis plusieurs mois en amont de cette manifestation, c'était qu'à l'issue de la journée, on a vraiment pu faire un débrief ensemble, les partenaires de cette action-là, pour valider le profil de 20 demandeurs d'emploi pour poursuivre en fait le recrutement et aller après vers les tests de sélection. Et une immersion aussi au sein d'un périscolaire de la M2A pour vraiment bien valider le projet. Mais le fait qu'on soit tous sur différents ateliers et qu'on puisse rencontrer les demandeurs d'emploi nous a permis aussi de vérifier leur capacité à travailler en équipe, déjà les idées préconçues qu'ils avaient aussi sur ce métier-là, de pouvoir répondre à leurs questions en direct par rapport aussi au métier d'animateur périscolaire et de voir aussi un petit peu leur savoir-être, je dirais, en situation déjà presque de travail.
Merci beaucoup Marie. Alors j'ai vu qu'il y avait une question, Sandra de Lausanne, qui évoque le fait que elle est organisme OF, organisme de formation, et souhaite développer le CQP animateur périscolaire. Auprès de quel certificateur devons-nous nous rapprocher? Quelqu'un est en train de vous répondre. C'est la branche ECLA voilà. qui certifie les CQP animateurs périscolaires. Merci beaucoup Marie, vous restez avec nous. On accueille justement Laura de Montour, responsable des ressources humaines de la direction Enfance et Famille, on vient de le voir à Mulhouse Alsace Agglomération. Vous avez participé justement à cette expérience, à cette formation. Laura, si vous pouviez alors nous présenter les enjeux du périscolaire sur M2A. C'est à vous. Alors bonjour à tous. Effectivement, le périscolaire, c'est une compétence qui est ancrée au sein de notre collectivité. On peut même dire que c'est la compétence qui a créé, si vous voulez, l'agglomération, puisqu'il y avait un intérêt commun pour toutes les communes qui sont aujourd'hui au nombre de 39, de s'associer autour de cette compétence périscolaire et donc de créer l'agglomération telle qu'elle existe aujourd'hui. Donc sur ce vaste territoire, nous avons on recense 100 sites périscolaires, dont 65 en régie, où tous les agents sont employés par M2A. Nous accueillons 6500 enfants par jour et nous avons donc 65 sites en régie, tous déclarés en tant qu'ACM. Nous avons des objectifs, des orientations éducatives. Alors, je ne sais pas qui est-ce qui fait avancer les slides. On y va, allez. Voilà. Alors, nos objectifs, effectivement, c'est de proposer des solutions d'accueil de qualité aux usagers du territoire, de développer des actions éducatives et de promouvoir une restauration de qualité. Mais pour tout cela, il faut du personnel et en nombre, puisque nous sommes contraints de respecter les taux d'encadrement. Donc nous avons actuellement à peu près 450 agents qui travaillent tous les jours dans les sites périscolaires pour accueillir les enfants, avec un personnel plutôt féminin qui est avec seulement 8,5% d'hommes. C'est peu. Ce sont encore des métiers qui attirent beaucoup de mamans qui travaillent à temps non complet ou voilà. En général, c'est elles qui représentent la majorité de nos personnels féminins. Nous avons différents statuts. Nous sommes une collectivité locale, donc nous sommes des agents publics avec une possibilité de devenir fonctionnaire. Donc, parmi nos personnels, nous avons à peu près 56% de personnes qui sont pérennisées dans l'emploi, donc soit titulaires de la fonction publique, soit avec un CDI. Nous avons des contractuels pour à peu près 16%. Nous avons des contractuels parce que nous avons des fonctionnaires qui sont temporairement absents et comme nous avons des métiers qui relèvent d'un taux d'encadrement, nous les remplaçons par des contractuels. Enfin, nous avons également une grande part de nos personnels qui sont recrutés sur de la vacation, puisque nous avons des capacités d'accueil identiques midi et soir, mais avec une fréquentation bien plus forte le midi. Et donc, nous devons renforcer nos équipes avec du personnel qui ne travaille que sur le temps méridien. Nous avons différents temps de travail pour nos responsables de sites périscolaires. Donc, c'est soit 100% pour les sites accueillant plus de 80 enfants, soit 80% pour ceux qui accueillent moins de 80 enfants. Et tous nos animateurs sont à minima employés à 50% d'un temps plein. Mais nous expérimentons actuellement une augmentation de leur temps de travail pour renforcer l'attractivité de nos postes, la qualité de nos projets, etc. Donc nos forces et nos atouts dans notre collectivité, c'est qu'on peut faire carrière dans l'animation. Alors bien souvent, les candidats qui frappent à notre porte sont assez étonnés de pouvoir devenir fonctionnaire territorial en travaillant dans l'animation au sein de notre collectivité.
Et nous avons également un parcours de progression possible à leur proposer. Nous finançons des BAFA, des BAFD, des VAE et cette année, à la suite du projet CQP, nous ouvrons à l'apprentissage en accueillant une apprentie BPGEPS loisirs tout public. Après, ce qu'il est aussi possible, vu la taille de notre collectivité, c'est d'éventuellement se reconvertir vers d'autres métiers. Voilà. Ce que je voulais aussi dire sur la slide précédente, c'était que nos animateurs ont une annualisation du temps de travail, ce qui fait que ils ne travaillent pas le mercredi et les vacances scolaires, et ça leur permet un cumul d'emplois pour atteindre le temps plein vers d'autres structures de l'animation. Alors, nous avons des contraintes comme tous dans le milieu de l'animation, c'est le turnover, la pénurie des candidats. Aujourd'hui, nous avons toujours 11 postes à pourvoir et 12 postes d'agents vacataires. Alors pour cela, nous avons expérimenté avec le concours de Marie Logel et des autres partenaires. Nous avons effectivement mené un projet CQP en 2023-2024, un projet qui a été monté sur mesure. Nous avons accueilli au sein de nos équipes 10 apprenants sur la période de novembre 2023 à juin 2024. 3 ont abandonné pour des raisons personnelles en cours de formation, mais nous avons engagé 6 d'entre eux à la pré-rentrée d'août 2024 et une nous rejoindra à partir du mois de novembre en tant qu'apprentie BPGEPS. Pour également créer nos vocations, nous accueillons aussi un grand nombre de stagiaires issus des écoles et des lycées qui les préparent au futur métier de l'animation ou de l'accueil d'enfants. Alors c'est ça qui est intéressant, c'est que et puis on va pas pouvoir détailler toutes les slides, mais vous nous avez dit lorsqu'on s'est rencontrés, Nicole et moi, combien de jeunes vous accueillez, vous faites des conventions de stage, de découverte des métiers, c'est combien de conventions par an? Alors l'année dernière, nous avons signé 306 conventions de stage. Ouais, ça c'est vraiment énorme. Donc vous n'hésitez pas, les auditeurs qui sont du territoire de M2A, si vous avez des jeunes, mission locale, stage découverte métier, etc., qui souhaitent découvrir des métiers, M2A joue vraiment le jeu. Donc ça c'est vraiment important de le dire parce qu'on sait que c'est dès le plus jeune âge, dans le cadre de l'orientation, qu'on peut avoir une représentation du métier. Donc voilà, alors justement, restez avec nous. Vous recherchez combien de postes actuellement, Laura? Aujourd'hui, on recherche à peu près 11 animateurs à 50% d'un temps plein et 12 vacataires sur le temps du midi. D'accord, donc ça tombe bien parce qu'on va accueillir ensemble Tatiana Kaigler, animatrice périscolaire au sein de M2A. Bonjour Tatiana. Vous êtes là, Tatiana? Il faut cliquer sur le bouton participer. Voilà, super. Oui, alors, je vais vous présenter très vite parce qu'on a beaucoup de retard. Donc, je sais, je presse tout le monde, mais on s'était fait un défi, nous aussi, sportif, de faire le live en 1h30. Je crois que ce sera 1h40. Bonjour Tatiana, vous avez 22 ans. Bonjour. Un bac, excusez-moi, ST2S en poche. Vous avez démarré une licence sciences de l'éducation. Et vous avez intégré donc la collectivité en octobre dernier avec un CQP d'animateur périscolaire obtenu dans le cadre de l'expérimentation évoquée par Marie et Laura. On est bien d'accord? Oui. Je réponds à votre place. Oui, ça, vous êtes vacataire en qualité d'animatrice donc périscolaire. Quelles ont été vos motivations pour suivre cette formation? Eh bien, tout d'abord, j'ai voulu suivre un CAP petite enfance pour rester dans le monde de l'enfance et de la petite enfance. Et du coup, en cherchant, on m'a proposé, France Travail, anciennement Pôle Emploi, m'a proposé de participer au Vie ma vie. Et en m'y rendant, j'ai découvert du coup le métier et ça m'a vraiment donné envie de me lancer dans l'aventure. Et puis, j'ai commencé d'abord avec le stage stage de découverte, stage d'immersion en octobre avant le début du CQP pour voir si on se sentirait bien dans la structure dans laquelle on allait être affecté. Et ensuite, on a commencé dans la continuité, le 13 novembre, je crois.
D'accord. Donc là, votre contrat actuel, c'est un volume d'heures de combien? Combien d'heures vous travaillez Alors actuellement? actuellement, je suis vacataire 28 heures. C'est-à-dire que j'ai le même nombre d'horaires que les animateurs en général qui ne sont pas vacataires, car je suis vacataire CAF, c'est le terme qui est Oui. employé, ce qui signifie que certains enfants qui nécessitent une présence plus importante sur une certaine durée, ben moi je suis là pour ces enfants-là. Voilà. Là, vous êtes sur votre lieu de travail parce qu'on voit les étagères derrière. Donc, c'est C'est les ça, oui. activités, hein, c'est super. Donc, c'est en C'est live. ça. Donc, c'est dans un centre de loisirs, hein, c'est ça? Alors là, Ou actuellement, je suis dans un périscolaire. périscolaire, d'accord. C'est Mhm. ça. Et cet été, j'ai Et travaillé également au centre de oui, loisirs. d'accord. Et qu'est-ce que vous aimez dans votre travail au quotidien? Qu'est-ce qui vous motive? Pour moi, une bonne journée, c'est une journée où les enfants sourient. Ce qui me plaît beaucoup dans ce domaine, c'est le fait que l'enfant soit au cœur du projet, que le projet soit fait pour les enfants et avec les enfants, et que les familles soient aussi intégrées du coup au projet. C'est-à-dire qu'on va essayer de créer du lien avec les familles, de créer ben, ce qui est de la cohérence entre les familles, l'école et le périscolaire, puisque c'est vrai que c'est des temps de transition qui sont assez compliqués pour les enfants qui sont parfois là depuis très tôt, donc 8h30. Voilà. Oui, c'est ça, 8h, 8h30. Et du coup, pour moi, le plus important, c'est de faire en sorte que les enfants passent une bonne journée, une belle journée, même si ce sont des longues journées. Voilà. Et votre projet professionnel, est-ce que vous avez un projet de formation ou est-ce que vous allez demander une autre formation? Qu'est-ce que vous voulez faire par la Eh bien, suite? actuellement, j'ai postulé à la M2A pour continuer en BPGEPS LTP, loisirs tout public, donc pour évoluer dans cette branche et pouvoir devenir par la suite responsable de site ou du coup, en tout cas, animatrice professionnalisée. Voilà. Bon, Laura, qui est responsable des ressources humaines, hein, bien sûr, je pense que vous pourrez donner une suite favorable à la demande de Tatiana. Donc, on souhaite que On ça marche. l'espère. C'est une alternance, hein, c'est ça? Super, merci C'est ça, beaucoup. en effet. Donc, ce sera une alternance, un BPGEPS, contrat d'apprentissage de novembre 2024 à septembre 2026. C'est bien ça? C'est Tout ça, à en fait. effet. Et pour terminer, est-ce que vous pensez avoir trouvé votre orientation professionnelle, votre voie, votre métier? Oui, alors moi, je pense que c'est vraiment mon métier de cœur et je vais rester le plus longtemps possible dans ce domaine-là. Puisque je considère que c'est un métier, enfin, pour moi, ce métier, si on a envie de le faire, c'est comme tout, si on a envie de le faire, si on est confortable dans cette zone et si on sait qu'on peut être là qu'on peut être là pour les autres et utile pour ses enfants, et ben, je fonce et je veux rester dans ce domaine-là. Merci beaucoup, Tatiana. Et je vais terminer avec une phrase que vous avez dite et vous m'avez autorisé à le dire. Quand je vous ai posé la question si vous aimiez votre métier, vous m'avez dit oui. Je suis engagée dans les métiers de l'animation en général et je n'ai pas la boule au ventre lorsque je vais travailler. Je suis heureuse d'y aller. Ça, je trouve que c'est un message. Voilà, on le dit, c'est la réalité. Vous nous l'avez dit plusieurs fois et je trouve que c'est important que voilà, c'est vraiment un métier, un choix et ça vous convient. Donc merci beaucoup, Tatiana, et on vous souhaite surtout une réussite dans ce futur BPGEPS. Voilà. Merci beaucoup, Marie, pour cette expérimentation de territoire. Merci beaucoup, Laura. Merci. Et merci à Merci M2A à de vous. donner la chance à Tatiana. Donc, voilà. Et accueillons, allez, on va pas de course. On va de quel côté maintenant? On va à Thionville-Longwy. Donc, on retourne en Lorraine avec Laurence Lajoux et Émilie Abraham. Si elles peuvent nous rejoindre, on va essayer de faire un duo de choc. Voilà, Nicole, c'est à toi. Oui, on attend que Laurence et Émilie montent sur scène. Ah, il y a peut-être des problèmes techniques. Émilie, c'est bon. Bonjour Émilie, Émilie. bonjour Émilie. Bonjour. Parce que tout à l'heure, il y avait des petits soucis de connexion.
Donc, il y Laurence. avait Et Laurence a donc, peut-être c'est- du mal à monter. Donc, on y va. Non, Donc, Marie, il y oui. a- Pardon, je t'en prie. Vas-y. Donc, il y a eu une expérimentation sur un CPGEPS animation de la vie quotidienne, me semble-t-il, sur le territoire de Thionville-Longwy. Et nous accueillons Émilie Abraham. Et je suis vraiment très contente qu'on vous accueille, Émilie, parce que vous venez de Verdun, dans la Meuse. Et C'est bien ça. parfois, on a du mal à trouver des témoignages issus de territoires un peu ruraux. Donc, on est vraiment ravis. À toi, Nicole. Alors, Émilie, donc, vous nous disiez, donc après avoir passé un bac pro mention pâtisserie, que vous avez obtenu à 18 ans, vous avez eu des difficultés à trouver un emploi. Et Oui. ben, pourquoi? Voilà. J'ai eu des difficultés à trouver un emploi du fait que je n'avais pas beaucoup d'expérience, du fait que j'ai passé mon diplôme en lycée professionnel et non pas au CFA en apprentissage. Donc, vous pensez qu'effectivement, c'est vraiment l'expérience, en fait, de C'est l'apprentissage. exactement ça. Voilà, donc, c'est OK. Donc, il faut donc, allez-y, hein, l'apprentissage existe aussi dans les domaines du sport et de l'animation. C'est Donc, ça. voilà, donc, privilégions l'apprentissage. Alors, vous avez donc travaillé, ben, du coup, dans quel secteur une fois que vous étiez formé? Enfin, vous aviez ce bac pro en poche, mais voilà, vous ne trouviez pas vraiment bien, de travail dans ce domaine. Qu'est-ce que vous avez fait alors? Après cela, j'ai été agent d'entretien pendant 2 ans, durant laquelle j'ai participé, enfin, j'ai moi-même été dans une association caritative de tarot qui transmettait l'argent à des associations caritatives. Par la suite, j'ai travaillé pendant 1 mois en boulangerie, mais je me suis rendu compte que ce n'était plus le travail dont je souhaitais. Je voulais vraiment transmettre mes connaissances, mon savoir à d'autres personnes, au lieu d'être derrière un fournil et d'être dans mon côté. Et donc, c'est là que vous avez décidé d'opérer une reconversion professionnelle. Donc, ça s'est passé comment alors pour vous? Comment est-ce que vous avez trouvé effectivement le monde de l'animation? Alors, je me suis déjà tournée vers France Travail, où j'ai participé à un atelier avec Soleris. Par la suite, j'ai fait un stage avec la mission locale, dans lequel j'ai pu trouver ma voie. C'est grâce à ma conseillère à la mission locale de Verdun. C'était Anaïs Parmentier. Par la suite, j'ai fait des stages dans l'animation et j'ai eu l'opportunité de faire mes premières vacances à contre-courant MJC auprès des ados. Et là, j'ai tout de suite accroché avec ce métier et je savais vraiment que c'était le métier que je voulais faire toute ma vie. Donc voilà, après ça, donc effectivement, vous avez donc suivi cette consolidation du projet et vous êtes entré effectivement vous êtes encore actuellement en formation en CPGEPS, donc animateur d'activités de la vie quotidienne à l'UFCV. Vous aviez fini. Je suis en BPGEPS. Ah oui, pardon. Vous avez donc suivi le CPGEPS dans un premier temps et vous poursuivez donc effectivement en BPGEPS. Et c'est quel BPGEPS, rappelez-moi? BPGEPS LTP. Loisirs tout public, que vous effectuez donc également en apprentissage. C'est bien ça. Et dans quelle structure? C'était à la MJC de Belleville, c'est ça? Oui, c'est ça, contre-courant MJC, à Belleville-sur-Meuse. Donc vous êtes bien en contrat d'apprentissage. Et vous, c'est un contrat à temps plein. Donc voilà, donc vous allez en cours et vous allez effectivement donc en structure. Donc après le BPGEPS, vous avez une proposition d'emploi. Est-ce que la MJC souhaite vous garder ou alors c'est encore un peu trop tôt pour le dire? Oui. Non, justement, juste après la formation BPGEPS, j'ai une proposition d'un CDI juste après la formation. D'accord. Et donc, avec ce BPGEPS, vous allez pouvoir encadrer. Quelles seront vos missions en fait avec ce BPGEPS? Eh bien, avec ce BPGEPS, je serai directrice de l'accueil de loisirs à contre-courant MJC. D'accord. Et donc, je suis à temps plein, donc je suppose. Oui. Et c'est bien. Donc c'est une belle perspective en tout cas pour
pour vous et puis la suite de votre parcours. Voilà. Est-ce que vous aviez quelque chose à rajouter? Est-ce que vous souhaitez faire passer un message par rapport à votre... Je remercie ma conseillère à la mission locale, donc Anaïs Parmentier, qui m'a permis de m'éclairer sur mon projet professionnel. Je remercie aussi mes formateurs de l'UFCV qui, grâce à eux, j'ai pu m'élever. Et également à mon directeur qui, grâce à l'opportunité qu'il a pu m'offrir, me permettre de me former à mon métier. Merci beaucoup, Émilie. Et Anaïs travaille à la mission locale de Verdun. Oui. Non, Émilie travaille à la... J'ai dit Anaïs. Non, mais Anaïs, c'est sa conseillère. C'est ça. Voilà. Ah, pardon, excusez-moi. Oui, c'est Anaïs, sa conseillère. Donc, à la mission locale de Verdun. Donc, voilà. Laurence Lajoux, vous avez réussi à nous rejoindre. En 2 minutes, cette expérimentation, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le CPG? Alors, voilà, on constate en fait qu'il y a vraiment une forte demande aussi de la part des structures au niveau notamment du périscolaire et au niveau associatif. On voit aussi que le parcours d'Émilie, ça permet un peu de casser des a priori sur le métier et de voir que les reconversions et à tout âge et tout type de profil en fait sont les bienvenus sur le profil, et comme l'avait évoqué également Frédéric avec son expérimentation. Et puis j'invite en fait les auditeurs aussi à consulter le programme régional de formation, puisque la région finance différents types de formations et peut monter également des actions sur mesure quand c'est nécessaire pour des structures qui souhaitent embaucher des profils CPGEPS, BPGEPS, enfin voilà, on adapte vraiment à la demande. Merci beaucoup, Laurence. On retrouve toutes ces informations, comme vous l'avez dit, sur le site de la région Grand Est. C'est ça, Nicole? On peut avoir accès à toutes les formations. Je te laisse en dire 2 mots, Nicole, sur l'ensemble du territoire Grand Est. Oui, donc comme pour tous les autres secteurs, donc on a effectivement un site Se former en Grand Est, mais vous avez également les maisons de région qui sont au plus proche des territoires, comme vient de le dire Laurence, et qui effectivement peuvent vous accompagner pour monter des projets. Mais sinon, effectivement, l'offre de formation se trouve sur le site que vous connaissez, le site la base offre de la région. Et sinon, adressez-vous effectivement à nos collègues en maison de région qui sauront certainement vous accompagner dans tous les projets. Alors, merci beaucoup, Laurence et Émilie, et on va accueillir vos homologues sur le territoire de Metz. On reste toujours en Lorraine avec Christelle Contamin et Marina Geoffrey et Anne Zilke du centre de formation JCD. Il y avait une vidéo qu'on devait diffuser, mais vraiment, on n'aura pas le temps de diffuser, à mon avis, la vidéo. On a trop de retard. Donc, Christelle. Bonjour, Christelle. Bonjour. Vous êtes déléguée territoriale à la maison de région de Metz, donc c'est la région Grand Est pour nos auditeurs, parce que maison de région, voilà, c'est une des 12 maisons de région du territoire Grand Est. C'est à vous, Christelle. Qu'avez donc vous impulsé sur le territoire de Metz? Alors, en fait, je ne sais pas si vous aurez la slide qui va arriver, mais allez, on y va. Sur cette slide, alors je vais pas la reprendre, simplement vous dire que c'est en fait le descriptif d'une action de formation innovante qu'on a montée sur le territoire de Metz, qui est cofinancée par la région et par le groupe GCD qui va parler tout de suite après. Et cette formation a utilisé le sport comme un moyen pédagogique. Le but, c'était de permettre aux stagiaires de se remobiliser, de confirmer leur projet professionnel et d'accéder à l'emploi qu'ils souhaitent, en utilisant le sport. Donc, il y avait deux grands aspects qui étaient, on utilise les valeurs du sport pour développer les soft skills et les savoirs de base, mais on utilise aussi les vertus du sport pour les remettre un petit peu en forme et pour les remettre en forme et leur permettre justement de mieux tenir les postes, surtout dans les métiers difficiles. Donc, c'était vraiment sur le 360 où on utilise le sport comme un prétexte et comme un fil rouge à notre action de formation confirmation de projet et insertion. Voilà. Je vais peut-être laisser Anne et Marina mieux en parler et mieux vous la présenter.
Mais dans les grandes lignes, c'était effectivement l'essence même, hein. Donc, c'est pas une action pour aller vers un métier du sport, c'était une action pour confirmer un projet, peu importe lequel, en utilisant le sport. Alors justement, nous avons Marina et Anne qui vont venir nous présenter un petit peu leur action et en quoi le sport a permis dans leur module de formation d'apporter aux demandeurs d'emploi, aux personnes qui ont bénéficié de cette formation, c'est quoi la plus-value d'intégrer ce module sport. Anne et Marina. Marina, il faut que tu mettes ton micro si tu veux parler. Voilà. Alors, il y a une très belle vidéo, mais je vous assure, voilà, je crois qu'elle fait 3 ou 4 minutes. Là, bon, voilà, mais elle est très explicite et on la mettra dans le lien. Les auditeurs pourront aller la visionner. Donc, Marina. Oui, comme l'a dit Christelle, hein, l'objectif d'utiliser le sport, c'était de l'utiliser pour apporter tout ce qui pouvait être de positif pour les personnes. On voulait vraiment que ça soit un outil de valorisation pour les personnes et on a travaillé beaucoup avec le monde sportif associatif du territoire. On a utilisé le sport pour développer, comme l'a dit Christelle, la confiance en soi, l'esprit d'équipe, améliorer sa santé. Mais on est allé au-delà et on a organisé notamment 2 moments importants dans cette formation. Le premier, c'était un temps où on a accueilli le vice-président de la Fédération française de basket, parce que les participants ont fait du basket, où on leur a remis justement une dotation, t-shirt, récompense, petit challenge, des places pour aller voir un match de basket également à proximité, leur permettre d'accéder à des événements sportifs et de vivre des choses un peu extraordinaires pour eux. Et le deuxième point, c'était également des rencontres à l'occasion d'un événement qu'on accueille sur Metz. Il y a un Grand Prix de triathlon, qui est l'une des plus grandes compétitions françaises qu'on accueille sur Metz. Et on a proposé aux stagiaires d'être bénévoles sur cette manifestation, d'occuper des fonctions. Et ils se sont vus remettre par le président de la Fédération française de triathlon, on voit l'image sur la photo, par les organisateurs, une attestation, un certificat de participation bénévole sur le podium de la compétition. Donc en présence de tous les athlètes français et internationaux et des athlètes qui sont d'ailleurs allés aux Jeux Olympiques. Donc c'est vraiment te dire le sport, oui, dans la pratique, mais également l'utiliser pour tout ce qu'on peut imaginer en complément pour permettre aux personnes de se sentir valorisées et de retrouver confiance en soi. Voilà, ils ont également été revalorisés en termes de santé, j'ai envie de dire, parce que le fait d'avoir des ateliers sportifs de 3 heures, 2 à 3 fois par semaine, en début de journée, de 9h à 12h, ça leur a permis de remettre vraiment, pour certains, le pied à l'étrier parce qu'ils n'avaient plus du tout de pratique sportive, ou alors ils n'avaient même jamais fait de sport. Et en fait, on a eu des résultats assez étonnants en termes de bilan de santé qui ont été effectués en partenariat avec Metz Triathlon, si je ne m'abuse, Marina. Et derrière, bien sûr, on a eu également des résultats sur cette action dont l'objectif, c'était le retour à l'emploi. On a eu des résultats avec 2 CDI en fin de parcours, 2 CDD également, des CDD de plus de 6 mois et plusieurs projets professionnels, dont notamment 2 projets en lien avec le webinaire d'aujourd'hui, un CP GEPS, et aussi, je crois que c'était accompagnant en structure périscolaire. Donc, je ne sais plus l'intitulé exact de cette formation, mais c'est également ces formations-là qui ont été mises en avant dans cette action. Et on a aussi d'autres projets de formation. Il n'y a aucun stagiaire qui est ressorti sans un projet professionnel clair, défini par le biais d'une formation ou d'accès direct à l'emploi. Oui, donc c'est vraiment un plus et c'est vraiment quelque chose qui apporte une vraie plus-value à la formation. Tout à fait, tant sur le niveau personnel que physique. Ça a été vraiment très impactant d'utiliser le sport comme méthode pédagogique, comme mise en valeur, comme l'a dit Marina, comme l'a dit Christelle aussi. Et ils sont repartis reboostés, regonflés. Et au niveau de leur estime de soi et de leur relation au corps, ils ont été vraiment changés. On a vu un avant et un après.
Merci beaucoup Anne, Marina et Christelle pour vos témoignages. Et on a mis, Christelle à la technique, a mis dans le lien la vidéo. Comme ça, les auditeurs peuvent absolument aller la voir. Elle est superbe. On essaiera de la mettre à la fin, vous inquiétez pas. Donc voilà, vous avez la vidéo qui permet de retracer des parcours de stagiaires et qui c'est très poétique. Je vous invite vraiment à aller la voir. Et j'accueille justement votre collègue de France Travail, Rodolphe Ritt, chargé de mission animation sectorielle sur le Grand Est au sein de France Travail. Et Rodolphe, vous allez nous parler de cette action célèbre en région Grand Est, le Stade vers l'emploi et les métiers de l'humain. Donc, allez-y, c'est à vous Rodolphe. Alors, on va peut-être pas faire les 16 ou 17 slides parce que là, je vois que les auditeurs ont des obligations, ils s'en vont au fur et à mesure. Vous n'oubliez pas d'aller voter dans l'onglet sondage, il y a un petit questionnaire de satisfaction. Vous n'hésitez pas avant de partir de répondre. Et Rodolphe, si vous pouviez nous présenter cette action que beaucoup d'entre nous connaissent du Stade vers l'emploi. Oui, très rapidement. Donc, France Travail a été mobilisé au cours de cette période estivale sur un plan de mobilisation nationale autour des métiers de l'humain. C'est un secteur qui est en tension. Ça, je crois que ça a déjà été évoqué. Il n'y a pas besoin de revenir dessus. L'enquête besoin de main-d'œuvre qu'on a sur le slide suivant met en avant effectivement ces intentions de recrutement dans ce secteur des métiers de l'humain, avec, et comme cela a déjà été évoqué, des intentions de recrutement qui sont en plus jugées difficiles. Donc voilà, c'est ce que vous retrouvez ça sur les éléments de l'enquête. Ce sont des chiffres au niveau national. Donc les équipes de France Travail, effectivement, ont été amenées à se mobiliser autour de ces métiers de l'humain. L'idée, c'est que on renforce la mobilisation de notre offre de services de droit commun. Alors, quand je dis nous, c'est France Travail, mais c'est aussi le réseau pour l'emploi qui embarque les missions locales, Cap Emploi, KEOPS et les conseils départementaux principalement. Donc, cette mobilisation autour d'une mobilisation de l'offre de services de droit commun. Et puis, l'idée, c'était d'expérimenter aussi des actions nouvelles. Et ces expérimentations, si elles s'avéraient porteuses en termes de résultats, c'était les porter effectivement à une échelle plus de généralisation. Donc, derrière, sur le slide suivant, on voit effectivement, quand je vous parle des métiers de l'humain, ça embarque une partie de métiers qui sont autour plus du sanitaire et social, aide-soignant, assimilé. Mais on voit aussi sur la partie basse, la partie action sociale et action socio-culturelle et sportive, donc en lien plus particulièrement avec notre thématique d'aujourd'hui. Quand je parle d'actions territoriales qui ont été menées, très rapidement, 2 actions donc pendant la période estivale qui ont été menées par nos équipes entreprises. Une qui a été de début juin jusqu'à mi-juillet, où l'ensemble de nos équipes entreprises de France Travail Grand Est ont appelé près de 700 EHPAD pour recenser des besoins à court terme, à court et moyen terme. On a réussi à récupérer sur cette période 380 postes et dont la moitié ont déjà été satisfaits par le positionnement d'un candidat inscrit à France Travail. Le deuxième plan d'action qui a été mené, qui vient de se terminer, qui a pris le relais de mi-juillet à mi-septembre, était de contacter près de 900 crèches qui sont enregistrées dans nos fichiers pour répondre effectivement aussi à des besoins d'emploi. L'idée, c'était effectivement de permettre à des demandeurs d'emploi d'avoir une disponibilité en crèche au moment de la rentrée scolaire, au cas où ils retrouvaient un emploi. Donc là, près de 900 établissements de crèches ont été contactés et on a réussi à récupérer sur cette période-là des besoins à court terme, donc 100 postes, et dont un tiers ont été satisfaits par Mercus. Pour en revenir donc à ce qu'on évoquait, c'est une façon de recruter autrement et dans la continuité des propos des collègues de Metz, le stade vers l'emploi. Le stade vers l'emploi, vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est un temps une action qui se déroule en 3 temps sur une journée. Le matin, sous un cadre anonyme, alors avec des activités sportives en lien avec la fédération qui va être investie. Il ne s'agit pas d'une compétition, ce sont des activités douces et sous forme d'équipe avec des petits challenges. Le midi,
il y a un déjeuner qui est pris en commun, toujours avec ce côté anonymat. On ne sait pas qui est demandeur d'emploi, qui est entreprise. Et le voile va être levé au moment du job dating qui a lieu en début d'après-midi, l'après-midi, où là, il y a un format job dating qui est un peu innovant qui se passe, puisque dans l'enceinte d'une salle de sport, dans l'enceinte d'un stade, autour d'une piste d'athlétisme, les entretiens se font entre les demandeurs d'emploi et les entreprises. Si on peut passer au slide suivant, s'il vous plaît. Normalement, vous avez la main, Rodolphe. Vous vous souvenez aux répétitions, on vous a expliqué comment faire. Moi, je veux bien le faire, mais je connais pas votre PPT. Donc, allez-y, avec votre souris, voilà. Vous avez les petites flèches droite, gauche. Donc, allez-y. Oui, autant pour moi. Donc, l'idée de l'originalité des stades vers l'emploi, bien évidemment, cette facilité des recrutements qui se veulent avant tout de proximité, mais c'est une approche un peu entretien où on brise la glace différemment, puisque à travers la matinée qui se veut sportive, on va pouvoir effectivement mettre en avant ses savoir-être, ainsi que aussi une approche de création, d'une expérience unique où acteurs de l'emploi, entreprises et demandeurs d'emploi participent à une dynamique collective. Donc là, je vous ai mis un peu l'ensemble des fédérations et des financeurs qui interviennent. Voilà, ça je passe assez rapidement. Des témoignages que vous pourrez retrouver avec des retours qui sont très positifs. Et ce qui est important aussi, effectivement, ce qui est clé de réussite, c'est de bien préparer effectivement les demandeurs d'emploi et les entreprises à ces journées-là, privilégier de la proximité, de respecter les process en 3 étapes avec ce côté anonymat sur les 2 premières étapes, et d'accompagner bien évidemment les associations, les fédérations sportives qui viennent se greffer sur ces événements. Et on voit effectivement sur ce dernier slide autour des stades vers l'emploi, les compétences, savoir-être professionnels qui peuvent être observables lors des activités physiques. Et ça, ce qui permet effectivement aux employeurs, de façon anonyme, d'avoir déjà une première approche sur certains candidats. Voilà, vous avez des photos. Et la dernière chose dont je voulais parler, c'est les clubs sportifs engagés. C'est une communauté portée par notre direction générale où un club, une association sportive peut s'engager dans une communauté et s'engager en menant des actions. Alors, il n'y a pas besoin d'être sur des actions surdimensionnées du genre stade vers l'emploi. Ça peut être le fait d'accueillir effectivement des publics un peu éloignés de l'emploi sur des cohortes relativement faibles. Si vous voulez plus d'informations, vous avez des éléments et je reste en contact pour vous apporter les informations nécessaires que vous pourriez vous poser sur cette structure sur cette communauté des clubs sportifs engagés. D'accord, mais Rodolphe, justement, est-ce que on peut trouver sur le site de France Travail les prochaines actions de ce type-là sur le territoire Grand Est, avec les dates? Parce qu'il me semble qu'à Vitry-le-François, le 17 octobre, la mission locale et France Travail organisent justement une session sur le territoire vitrien. Alors, vous pouvez les retrouver, n'hésitez pas à me contacter puisque notre site France Travail effectivement se veut être plus national. Néanmoins, effectivement, on a plus de 50 stades vers l'emploi qui sont organisés en cette année 2024. Donc, il en reste encore sur la période septembre-octobre. Donc, ce sont de belles opportunités effectivement pour rencontrer des employeurs dans un cadre effectivement sportif puisque le sport est un vecteur d'insertion à l'emploi. Voilà. Merci beaucoup. Je regarde s'il y a des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Mais c'est original parce que c'est-à-dire que ce sont des employeurs qui vont découvrir les demandeurs d'emploi sans le CV, vraiment uniquement avec le champ de compétences et le savoir-être. Et le candidat découvrir son employeur aussi sous une forme qui est plus détendue et pas le côté officiel effectivement de l'entretien classique qu'on peut avoir. Voilà, avec des bons chiffres en termes de retour à l'emploi sur ces événements-là. Je regarde, peut-être une question, voyons voir. On peut joindre Rodolphe de quelle manière? Comment vous joint-on, Rodolphe?
Alors, tout simplement par mail, vous pouvez me contacter. Donc, rodolphe.rit@francetravail.fr. Je suis joignable. Je suis chargé de mission sur l'activité, sur un certain nombre de secteurs d'activité, dont le sport et l'animation. Donc, je peux répondre à vos questions. N'hésitez pas à me solliciter. Merci beaucoup. Justement, dans les ressources, il y a les ressources France Travail dont on parlait tout à l'heure, dont le data emploi. Tout à fait. Vous avez des données avec des sites comme la bonne alternance également, puisqu'on parlait que c'était un secteur effectivement qui recrutait aussi en alternance. La possibilité de faire des immersions, c'est un sujet qui a été évoqué aussi, donc des périodes effectivement pour valider, effectivement, voir comment ça se passe dans une structure. Des fiches métiers à travers le Métier-Scope, donc qui sont très détaillées, très bien faites. Et puis, si vous voulez avoir de la visibilité sur des événements qui se passent dans un secteur d'activité, sur votre territoire, ne pas hésiter à aller sur Mes événements emploi, qui est un site internet et qui est très bien fait pour voir ce qui se passe organisé en termes d'événements organisés par France Travail, mais aussi par ses partenaires, tels encore une fois la mission locale, le conseil départemental, Cap Emploi et Keops. Merci beaucoup, Rodolphe. S'il n'y a pas d'autres questions, j'invite Valérie Violette à venir nous présenter Orientest et les ressources. Non, on les a fait. Il y a le sondage, vous pouvez aller dans l'onglet sondage et on est là. Valérie, si tu peux venir nous rejoindre. Alors, on a mis une slide de l'AFDAS. De la délégation Grand Est Bourgogne-Franche-Comté, vous avez les contacts. Il y a des bureaux également à Metz, opérateurs de compétences. Vous avez, une formation. Vous aurez toutes les coordonnées. Les ressources, vous avez l'ensemble des ressources du site Uniformation. Voilà, on vous a mis les coordonnées des collègues en charge de vous informer sur les compétences à Uniformation. Je pense à Nathalie Lépine qui nous a envoyé la slide. Ensuite, nous avons le portail évidemment Orientest Pro pour les professionnels, les acteurs de l'emploi, formation, orientation. Voilà, vous avez le programme de professionnalisation, la boîte à outils, je ne sais pas ce qui se passe, j'aimerais bien qu'on me laisse les slides, l'agenda des pros, les ressources des pros, donc voilà, le portail Orientest qui est une mine d'informations et une source d'événements. Vous trouverez absolument tout ce qui se passe en Grand Est en termes d'événements sur le territoire, voilà. Également, vous avez les formations Grand Est disponibles. Nicole, si tu peux me rejoindre d'ailleurs, en a parlé tout à l'heure. Vous avez le site Expérience Pro qui rassemble les offres d'apprentissage, d'alternance, etc., de stage en Grand Est. Le réseau des ambassadeurs, ambassadrices métiers qui peuvent être mobilisés pour aller au sein des collèges, des missions locales, etc., pour parler de leur métier. Voilà, vous trouverez toutes ces informations. On va vous envoyer le PPT. Voilà, je regarde. Tu voulais rajouter quelque chose, Nicole? Non. Donc, les prochains ateliers, le 8 octobre, éco-construction. Je vous invite vraiment à venir nombreux. On va parler de l'éco-construction en groupe. Le 22 novembre, en direct du show de l'industrie à Metz, les métiers de l'industrie. Le 21 janvier, l'industrie du luxe, pardon. Et en mars, l'hôtellerie-restauration. Nicole, si tu veux rajouter quelque chose. Non. Uniquement remercier effectivement tous les participants. Et voilà, avoir participé à cet atelier. Donc, à la Dragesse, la PMSA, l'OREF, nos collègues de l'OREF, nos collègues de Maison de Région, Frédéric, Marie, Laurence. Voilà, donc un grand merci à tous. Et bien évidemment, on se tient à votre disposition. Voilà, moi je suis également référente sur le secteur du sport et de l'animation. Donc, je suis à la direction métier à la région Grand Est. Mais si vous avez des questions, comme on a dit, rapprochez-vous des maisons de région. J'ai oublié Christelle, comptable à la maison de région de Metz, Rodolphe, le collègue de France Travail. Voilà, merci à tous. Et je te laisse quand même le petit mot de la fin.
Alors moi, je dirais vraiment merci à tous nos intervenants, à Gwen Dalbiche, évidemment, notre star du Grand Est en plongeon 3 mètres. Pour nous, c'était important de pouvoir le mettre à l'honneur. Ça ne veut pas dire que nos autres témoignages n'étaient pas aussi importants, mais allez, c'est vrai qu'on s'est fait plaisir. On était vraiment contents d'avoir énormément de maisons de région du territoire Grand Est. Pour nous, avec Nicole, c'était important de pouvoir mettre en valeur ces expériences de territoire. On espère que vous serez satisfaits. Vous n'hésitez pas à aller dans l'onglet sondage. Voilà, on est désolé pour les 2 personnes qui sont insatisfaites. Il y a bien une première, et c'est la première fois que ça nous arrive. Donc, il y a 2 personnes apparemment qui sont insatisfaites du webinaire. Donc, on va y travailler. On fera mieux la prochaine fois. Merci beaucoup et on vous souhaite à tous et toutes une excellente fin de journée et merci absolument à tous les intervenants. Je pense à Tatiana, à Émilie et Gwen et Mathieu. Mathieu, notre coach sportif du début du webinaire. Merci et bonne fin de journée à tous et à toutes, ou à toutes et à tous. Et on se quitte en image avec une très très belle vidéo. Thank you.